L'OM est en quart de finale de Coupe d'Europe. Oui, c'est un quart de finale et oui, c'est une Coupe d'Europe, même si c'est la Toto League. Et l'OM affronte un club grec qui n'est ni l'Olympiakos, ni le Panathinaikos, ni même l'AEK Athènes, le club ami des supporters olympiens, mais le PAOK Salonique, un club dont on ne connaît finalement pas grand-chose. Bon, parlons-en un petit peu. Déjà, par rapport aux trois autres clubs grecs cités un peu plus tôt, ce n'est pas un club d'Athènes, mais de Salonique, ou Thessalonique. J'ai cru comprendre qu'on pouvait utiliser les deux dénominations sans manquer de respect à personne. Alors, c'est quoi Salonique ? Comme Marseille, Salonique ou Thessalonique, c'est la deuxième ville du pays. Comme Marseille, c'est aussi l'un des ports très importants de la région. Allons donc voir sur Wikipédia si l'on peut trouver d'autres points communs avec Marseille, parce que comme tout le monde le sait, Wikipédia, le nom de Thessalonique, fille de Philippe II de Macédoine et demi-sœur d'Alexandre le Grand, provient de la contraction des mots Thessalone et Niki, en commémoration de la victoire des Macédoniens sur les habitants de Phocide avec l'aide des Thessaliens. Wait, la victoire des Thessaloniens sur qui ? Sur les Phocéens ? Non, on va arrêter là. On va s'arrêter avec les mauvais présages et les cours d'histoire made in Wikipédia et on va passer à l'histoire du club, au PAOK. Plutôt que de continuer à me baser sur Wikipédia, j'ai plutôt appelé notre ami Martial de l'excellent site Footballski, que l'on retrouve aussi sur Twitter derrière le compte Football Grec France, pour m'aiguiller un petit peu. Déjà, ce qu'il faut savoir avec le PAOK, c'est qu'il y a un contexte historique important, puisqu'il a été créé en 1926 par la communauté grecque qui a été chassée de Constantinople par les Turcs après la guerre entre la Grèce et la Turquie. D'ailleurs, en VO, on retrouve trace de ce conflit, puisque l'anagramme PAOK signifie en réalité, désolé pour mes amis grecs, Panthessalonikos Athletikos Omilos Konstantinoupoliton. Ça, c'est pour l'identité historique forte du club. Mais l'identité récente, elle est surtout liée à ce mec. Ivan Savidis, oligarque russe, donc Slava Ukraini, d'origine grecque, qui a racheté le club en 2012, lui a apporté une certaine stabilité et en a même fait la seconde force footballistique du pays. C'est donc ce mec, Savidis, qui était rentré avec une arme à feu pour aller voir l'arbitre après que celui-ci ait refusé un but dans un match décisif pour l'obtention du titre contre l'AEK Athènes, un titre qu'il va finir par remporter un an plus tard, un titre que le PAOK remporte que très rarement dans son histoire. Savidis a donc ramené de l'argent, comblé les dettes, mais aussi ramener avec lui son lot de polémiques. Un lot de polémiques qui ne devrait pas désenfler vu l'actualité du moment et les liens qu'il entretient avec un certain Vladimir Poutine, Slava Ukraini, encore une fois. Si vous voulez en savoir plus sur ce personnage tout à fait folklorique et que vous êtes anglophone, je vous conseille vivement cette excellente vidéo de Tifo Football, mais en réalité, si vous êtes anglophone, je vous conseille l'intégralité de la chaîne Tifo Football, c'est du très très bon. Le président, l'argent, on a vu. L'autre pièce maîtresse de ce PAOK version 2022, c'est Razvan Lucescu. Pas Mircea, Razvan, son fils, entraîneur également. Entraîneur également qui a, lui, apporté de la stabilité sur le banc. Enfin, apporter de la stabilité, c'est aussi le mec qui a apporté le premier titre en 2019 au club, s'est cassé à l'intersaison à la surprise générale, a créé une mini-crise, mais est revenu en 2021 et fait à nouveau performer le club, puisqu'on peut déjà le dire, arriver en quart de finale pour le PAOK de cette Coupe d'Europe, ça représente quelque chose d'important. Bon, d'accord, on a vu, ce club a donc une identité forte de base, a réussi à se fédérer derrière ces deux figures importantes, mais ensuite sur le terrain, comment ça joue et qui joue, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la seconde partie. Encore une fois, pour cette partie, je me base sur l'entretien que j'ai pu avoir avec Martial, qui m'a donc parlé sur le terrain d'un 4-2-3-1 conventionnel, mais plutôt offensif, avec beaucoup de pénaltys obtenus, mais aussi une vraie difficulté à juger du réel niveau de cette équipe, étant donné l'adversité plutôt faible à laquelle elle est confrontée.
Cette saison, même en Europe, ce n'est pas extraordinaire puisque les hommes de Lucescu fils ont terminé second d'un groupe comportant le Lincoln FC, le Slovan Bratislava et Copenhague, puis ont eu besoin des tirs au but pour venir à bout de la bonne équipe de Midtjylland, défaite 1-0 là-bas, victoire 2-1 à la maison, mais a réussi à maîtriser correctement sa double confrontation face à la Gantoise. Généralement, malgré les progrès constants du club, le PAOK semble toucher son plafond de verre en Europe, même s'il faut bien souligner certaines performances en préliminaire de Ligue des Champions comme l'élimination du Benfica en 2020 ou l'élimination de justesse par l'Ajax cette fois-ci en 2019. Et au niveau des joueurs, on a plutôt affaire à un collectif bien rodé plutôt qu'à un assemblage de stars. Malgré tout, voici les 3 individualités les plus dangereuses pour Martial dans cette équipe. Tout d'abord, Sverrir Ingi Ingason, défenseur central islandais de 28 ans. Performant derrière et qui marque aussi beaucoup de buts sur coup de pied arrêté, l'une des forces de l'équipe. Au milieu, Jasmin Kurtic, international slovène de 33 ans, qui serait le joueur majeur de cette équipe. Quelqu'un qui en est déjà à 18 buts toutes compétitions confondues et qui rappelle même à notre ami de Footballski un certain Lucho de par sa capacité à être très bon sur les seconds ballons et apparemment il est aussi très bon sur les pénaltys. Et enfin Andrija Zivkovic, ailier international serbe de 25 ans. Le joueur le plus technique de cette équipe qui ne serait sans doute pas au PAOK sans son passage raté au Benfica. Et pour les faiblesses, voici ce qu'il m'a dit. Tout d'abord, le très irrégulier gardien Pachlakis, soit il est incroyable, soit il se plante complètement apparemment, donc le mettre un petit peu sous pression ne semble pas être une mauvaise idée. Et le second point faible, le fait que cette équipe n'est pas vraiment de numéro 9 de référent devant, et pour l'instant ni Chuba Akpom ni Antonio Colak ne parviennent à totalement convaincre leur monde. Tout ça ne paraît pas si dangereux finalement, et même notre grand ami du football grec me concédait qu'il n'y avait pas non plus un tel écart de niveau entre Bâle et le PAOK, et que si les Marseillais faisaient le taf, ils devraient s'en sortir. On va se méfier de quoi donc sur cette double confrontation? Eh bien comme d'habitude, le contexte qui sera favorable à l'adversaire. Tout d'abord au niveau de la récupération, puisque pour le PAOK, le match de la dernière chance pour le titre en championnat contre l'Olympiakos, qui aurait dû avoir lieu entre les deux matchs face à l'OM le 10 avril, a été reporté. Et en plus de ça, à l'heure où on enregistre cette vidéo, le PAOK est second avec 12 points de retard sur l'Olympiakos à 8 journées de la fin, mais 7 points d'avance sur l'AEK, 3e. Autant dire que le championnat est réellement devenu secondaire. Puis il y a la symbolique de ce match, l'un des plus importants de l'histoire de leur club, avec une potentielle demi-finale européenne à la clé, ce qui serait énorme pour eux. Alors que la folie européenne tarde un peu à prendre à Marseille, chez eux, en Grèce, le stade sera plein, surmotivé, donc il faudra comme d'habitude faire attention à ça. Mais ne nous mentons pas, malgré les atouts de ce club, sur cette double confrontation, le favori sera bel et bien l'OM.